L'idée, c'est que vous avez à faire ce qu'on appelle un mémoire autour du thème lutte contre la corruption, encore plus généralement la corruption. Et vous posez des questions, vous êtes peut-être à ce stade stressé, vous voulez savoir comment je vais faire pour trouver un sujet, etc. etc. Donc, en plus des conseils et de la connaissance qui vous a été transmise par la professeure, et il faut dire que il y a une différence que l'on fait souvent en méthodologie dans tel sujet. Le sujet étant un peu des précisions qu'on apporte par rapport à un thème. C'est-à-dire que le thème est plus général, alors que le sujet est beaucoup plus précis. Par exemple, lutte contre la corruption, c'est un thème, mais ce thème-là, qu'on dise corruption, qu'on dise lutte contre la corruption, il y a plusieurs sujets qui peuvent découler de ce thème. Il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs façons de problématiser et avec un tel thème. Donc, la première précaution que vous devez prendre, puisque vous avez 6 mois, il ne faut pas perdre du temps, c'est de vous assurer que votre sujet est faisable. Vous avez déjà parlé de ça tout à l'heure, la faisabilité du sujet. Moi, parfois, je donne une technique à mes étudiants ou à mes mémoires concernant la faisabilité que je partage aussi avec vous, c'est que déjà, une fois que vous avez votre thème et vous arrivez à avoir un sujet, c'est-à-dire un acte d'attaque, vous pouvez faire ce qu'on appelle un travail préliminaire, d'aller vérifier déjà quelles sont les sources fiables qui sont disponibles par rapport à mon sujet. Est-ce qu'au moins vous arrivez à trouver 10 sources fiables sur l'angle que vous voulez aborder, ou encore sur l'aspect qui vous intéresse? Parce que sinon, si par exemple vous évertuez dans un sujet qui n'est pas faisable et vous vous rendez compte que le sujet n'est pas faisable, après vous prenez 5, 6, 7 mois pour ensuite dire que le sujet n'est pas faisable, c'est une perte de temps. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai eu des camarades qui ont eu à faire face à cela. Et même beaucoup plus de temps que 5-6 mois. Il y a des gens qui prennent 2 ans, 1 an, 2 ans pour dire ensuite que mon sujet n'est pas faisable. Donc si vous faites un travail préliminaire, c'est-à-dire de dire, écoutez, l'angle que je veux aborder, c'est tel-là, et vous allez chercher des sources. Est-ce que je vais trouver de la documentation sérieuse? Ouais, je ne prends pas seulement le soin de dire source, je dis source fiable. Parce qu'en matière scientifique, il y a ce qu'on appelle la fiabilité des sources. La fiabilité des sources, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quel document pour référence. C'est-à-dire que les documents doivent être fiables. Et pour qu'un document fiable, par exemple, c'est un rapport d'une institution, un rapport institutionnel. Par exemple, si vous trouvez par exemple un rapport de l'ULCC sur la corruption, normalement c'est un document fiable parce que ce sont des experts de l'ULCC ou des experts payés par l'ULCC pour faire un rapport sur la corruption en Haïti. Forcément, cela ne veut pas dire que fiabilité ne veut pas dire qu'il faut prendre tout ce qui est dit dans le rapport comme étant de la vérité, mais ça veut dire qu'il y a un minimum de crédit que vous pouvez faire à ce rapport. Mais quand même, vous pouvez prendre du recul aussi par rapport à ce rapport. Un rapport de l'ULCC, un rapport par exemple de la Banque mondiale sur la corruption, ce sont normalement des documents fiables. Un livre écrit par un ancien expert de la Banque mondiale, un ancien expert sur les questions de corruption, ou quelqu'un qui fait autorité, qui a un doctorat dans le domaine, etc. Tout ça, ce sont des documents fiables. Par contre, n'importe quel... vous savez que, par exemple, sur le net, pourquoi c'est important de parler de fiabilité? Sur le net, il y a tout.
il y a des choses que vous pouvez trouver qui sont vraiment très intéressantes, mais aussi n'importe qui peut écrire n'importe quoi et aussi le mettre sur Internet. Et vous pouvez et si vous vous laissez aller à être pris dans le piège de répéter n'importe quoi. Vous voyez que, or, et scientifiquement parlant, ce qui fait la valeur scientifique de votre travail, c'est aussi la qualité de vos sources. Vous voyez que, et donc il faut faire attention. Donc, si vous prenez un peu, si vous faites un peu un travail pour éliminer en disant que voilà, je parviens en fait à trouver mon sujet et voici mon angle d'attaque. Vous allez vérifier est-ce qu'il y a des données, est-ce que par exemple j'arrive à trouver 10 sources fiables sur cet aspect que je veux aborder. C'est déjà un bon point parce que ce serait dommage que vous prenez 1 an, 2 ans pour vous rendre compte, pour vous dire écoutez, mon sujet n'est pas fiable, je vais changer de sujet. Il y a des gens qui prennent 10 ans, 15 ans dans un mémoire parce qu'ils changent de sujet par exemple chaque année ou chaque 2 ans. Parce que écoutez ce sujet, je ne peux pas le faire, etc. Et finalement, ça leur prend 10 ans, 15 ans pour faire un mémoire. Alors que normalement, comme l'avait dit le professeur Doléan, qui vous a donné 6 mois, 6 mois c'est le temps raisonnable pour faire un mémoire. Selon moi, par exemple, quand moi j'ai été en master à Aix-Marseille, quelque part, sur une année d'études, une année académique de Master 2, on commence à préparer le mémoire dès le début de l'année, mais on le fait de manière timide. Mais à partir d'un certain moment de l'année, par exemple à partir de mars, vous avez moins de cours et on vous exige d'aller prendre plus de temps pour écrire votre mémoire. Donc si on contrôle par exemple de mars à juillet, mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 5 mois. Si on prend le travail préalable qui a été fait avant, donc c'est à peu près 6 mois qu'on fait dans un mémoire de master de l'enfant, c'est à peu près 6 mois que l'étudiant dispose de 6 mois pour faire son travail. Donc 6 mois, c'est une période raisonnable pour construire un travail de recherche si vous avez la volonté, la détermination et les prérequis. Donc, ensuite, mettons un peu l'accent sur ce qu'on appelle l'angle d'attaque. L'angle d'attaque, c'est-à-dire que par rapport avec un thème comme la lutte contre la corruption, comment trouver un sujet? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs techniques que vous pouvez utiliser pour trouver un sujet à partir de ce thème, c'est-à-dire ce que j'appelle un angle d'attaque. Par exemple, je vous propose un moyen, ça m'est venu en préparant mon intervention. L'un des moyens que vous pouvez utiliser, c'est déjà la typologie même de la notion corruption. Il y a ce qu'on appelle une typologie de la corruption, c'est-à-dire quels sont les divers types de corruption. Ou du moins, si on parle de divers types de corruption ou diverses formes de corruption. Et justement, ça déjà, ça peut vous donner un angle d'attaque. Parce que vous pouvez utiliser ces différentes formes et vous choisissez de vous focaliser sur une forme de corruption en particulier. Et ça déjà vous donne une angle d'attaque. Par exemple, dans la corruption, on fait par exemple la différence entre ce qu'on appelle les divers types de corruption, la fraude, les dessous de table, le favoritisme, le détournement de fonds, l'extorsion, le blanchiment d'argent, les commissions occultes. Tous ces types de corruption peuvent faire l'objet d'un mémoire en particulier. Vous voyez que par exemple, si je prends l'aspect favoritisme, vous pouvez vous dire, écoutez, je vais essayer de considérer, d'étudier le favoritisme. C'est ce qui m'intéresse, c'est l'aspect favoritisme. À partir de là, vous essayez de construire un sujet avec ce type de corruption en particulier, le favoritisme, et vous ajoutez aussi les recommandations de la profession. Par exemple, vous essayez d'inscrire ça dans un cadre spatio-temporel. Est-ce que je vais faire ça, par exemple, de 2010 à 2020, de 2000 à 2020, mais c'est la réalité du terrain qui peut donner une certaine pertinence à votre période
temps. Par exemple, pour étudier l'efficacité d'une institution, on peut dire, on va considérer à partir de quand cette institution a été créée, ça peut être un repère pour une période de temps. Si l'institution, par exemple, a été créée en 2010, on peut dire de 2010 à nos jours, de 2010 à 2023, à 2022. Donc, le détournement de fonds, par exemple, c'est un type de corruption qui peut aussi faire l'objet d'un mémoire en particulier, le détournement de fonds, qui est un aspect de la corruption. Vous voyez que le détournement de fonds, c'est détourner l'argent public à des fins personnelles. C'est-à-dire que vous pouvez décider de prendre cet aspect-là, l'aspect détournement de fonds. Il y a aussi l'aspect pot de vin, qu'on appelle aussi dessous-table, ou encore commission occulte. C'est, par exemple, donner une ristourne, on emploie aussi ce mot dans la matière ristourne, donner une ristourne à une autorité, à un agent public pour vous accorder un contrat, par exemple. En matière de marché public, ça se fait commission occulte. Pour obtenir un marché public, vous versez quelque chose de manière occulte et vous obtenez en retour un marché public. Donc, ça aussi, c'est un angle d'atteinte. Donc, vous voyez que utiliser la typologie de la corruption peut déjà vous donner plusieurs façons d'aborder le sujet en respectant, bien entendu, les autres principes de méthodologie. Il y a aussi un autre conseil, c'est la professeure aussi vous en avez déjà parlé, c'est associer le concept de corruption avec un autre concept. Vous voyez que, c'est-à-dire, vous vous posez la question, est-ce que certainement la corruption n'existe pas en vase clos? Elle a ce qu'on appelle des effets ou des incidences, des conséquences sur d'autres concepts ou sur d'autres réalités du terrain. Donc ça pourrait être, par exemple, quel est l'impact de la corruption sur le développement? Il est certain qu'il y a une relation entre corruption et développement. D'ailleurs, assez souvent on présente la corruption comme une cause de sous-développement. Donc assez souvent on présente la corruption comme une cause du sous-développement de plusieurs pays, dont Haïti. Donc, si vous, par exemple, si vous décidez d'aller dans cet aspect-là, rapport entre corruption et développement, certainement vous allez déjà trouver des prérequis d'autres ouvrages, parce que il y a déjà des auteurs qui ont essayé de faire le lien entre ces deux concepts, corruption et développement. Pour corruption et genre, c'est moins évident, mais là encore ce serait assez passionnant si vous voulez vous lancer dans cet aspect-là. Une autre façon encore, vous pouvez trouver un angle d'attaque pour aborder le sujet, c'est d'étudier une institution qui travaille en matière de lutte contre la corruption. Et là, vous pouvez considérer quelle est l'efficacité de cette institution. Par exemple, je peux me dire, écoutez, on a créé l'ULCC par un décret de 2004 pour combattre la corruption en Haïti. D'ailleurs, l'ULCC a été créé sous recommandation de la Banque mondiale. Donc, pour combattre la corruption en Haïti, on peut se demander quelle est l'efficacité de l'ULCC en matière de lutte contre la corruption. Et je pourrais dire, par exemple, l'efficacité de l'ULCC dans la lutte contre la corruption. Ou encore, si je veux être plus précis, je prends un aspect, l'efficacité de l'ULCC dans tel aspect de la lutte contre la corruption. Comme tout à l'heure, on vous parlait de préciser le sujet. Et ensuite, j'inscris ça dans une période de temps. C'est-à-dire, puisque l'ULCC a été créé par un décret de 2004, par conséquent, je peux prendre 2004 comme un point de repère pour faire mon cadre spatio-temporel de 2004 à 2023. Donc, on peut considérer une institution, par exemple l'ULCC, ou encore l'ensemble des institutions intervenant dans le domaine, peut-être leurs relations, etc. Ensuite, un autre conseil que j'ai pour vous, c'est, je sais que j'ai en face de moi plusieurs d'étudiants venant de plusieurs domaines différents, disciplines académiques distinctes. Par exemple, il y a d'entre vous qui sont en droit, il y en a qui sont en
sciences politiques, en économie. Là aussi, selon la branche à laquelle vous appartenez, il peut y avoir une certaine incidence sur l'orientation et l'approche que vous allez retenir pour votre travail. C'est-à-dire que si vous êtes juriste, normalement, vous allez faire un mémoire qui doit relever de la science du droit. Il y a une certaine précaution à prendre pour que vraiment, on ne peut pas vous reprocher de vous dire, écoutez, ce que vous faites là, ce n'est pas du droit. Ouais, que parfois, il y a ce risque. On peut vous dire, écoutez, vous n'avez pas retenu une approche juridique, vous avez fait de la sociologie, ouais, vous avez fait de l'histoire. Donc, il faut essayer de respecter l'approche de votre discipline, retenir une approche qui rentre bien dans le cadre de votre discipline. Par exemple, pour ceux qui sont en droit, vous savez que forcément il faut mettre l'accent sur le contenu des textes de loi. Par exemple, est-ce qu'on peut parler de vide juridique? Est-ce qu'on peut parler de faiblesse normative? Vide juridique, est-ce qu'on peut parler de inapplication de la loi? Souvent, quand le juriste pose un problème de droit, c'est souvent peut-être une question d'inapplication, c'est-à-dire les lois sont là, elles ne sont pas appliquées, ou du moins vide juridique, absence de la loi. Ça pourrait être aussi une insuffisance normative, c'est-à-dire il n'y a pas assez de règles, c'est-à-dire il y a des domaines qui ne sont pas couverts. Donc, on doit sentir quand même que c'est un mémoire qui relève de la science du droit. Pour celui, par exemple, qui est en sciences politiques, vous savez qu'en sciences politiques, le phénomène de pouvoir, c'est important en sciences politiques. Donc, vous pouvez mettre l'accent sur les phénomènes de pouvoir. C'est-à-dire comment, par exemple, les autorités hautement politiques font ce qu'on appelle de la haute corruption. Parce que la grande corruption, la Banque mondiale fait une différence, ça c'est ça la typologie de la Banque mondiale. Grande corruption et petite corruption. La grande corruption, c'est la corruption faite par les plus hauts responsables politiques, alors que la petite corruption, c'est celle qui est faite par les fonctionnaires publics, les agents publics, les cadres et agents publics, alors que la grande corruption, c'est les dirigeants politiques. Ça, c'est une approche, une typologie de la Banque mondiale. Donc, celui qui est en sciences politiques peut essayer d'être intéressé la corruption dans le milieu politique, même au sein des partis politiques, par exemple. Parce que vous savez que la corruption, on dit que souvent, ce sont les fonctionnaires, les agents publics qui sont corrompus, mais aujourd'hui, on estime qu'aussi les entreprises privées participent aussi, ont leur responsabilité dans la question de la corruption. Donc, est-ce que... Donc, pour celui, par exemple, qui est en économie, pour ceux qui sont en économie, essayez de voir la corrélation entre corruption et développement. C'est déjà, je trouve que c'est une approche, à mon avis, qui devrait intéresser les économistes. Quels sont les rapports entre corruption et croissance économique, par exemple. Donc, selon le domaine auquel vous appartenez, vous pouvez retenir une approche qui sied bien, en quelque sorte, à votre domaine. Ensuite, en ce qui concerne le sujet, il y a ce qu'on appelle les caractéristiques, caractéristiques de votre sujet. Madame, vous en avez parlé, justement, il y a la notion de clarté. Il faut formuler un sujet clair, c'est-à-dire que j'aime dire à mes étudiants, on n'écrit pas pour soi-même, on écrit pour l'autre. Parce que parfois, on écrit quelque chose, on le comprend, mais pourquoi? Si j'écris quelque chose, je comprends ce que j'écris, mais quand je donne à lire aux autres, ils ne le comprennent pas. Donc, on n'écrit pas pour soi-même, on écrit pour les autres. Il faut avoir le souci de se faire comprendre quand on écrit. Et ça doit se manifester déjà dans la formulation de votre sujet. C'est-à-dire que l'aspect, par exemple, l'aspect sur lequel vous voulez mettre l'accent, ça doit ressortir dans la formulation de votre sujet. Un sujet aussi, c'est une phrase ne contenant pas de verbe conjugué. Que ça, je prends le soin de le dire parce que parfois, même si c'est rarement, il y a des étudiants qui ont cette lacune. Il y a une façon de formuler un sujet. C'est comme quand on formule un titre par exemple, un titre, il y a une façon générale de faire un titre.
Et c'est à peu près la même chose pour un sujet. On ne conjugue pas de verbe dans un sujet. Par exemple, je ne peux pas faire un sujet en disant la corruption, la lutte contre la corruption est inefficace. Ouais, que ça, ça contient un verbe conjugué. Ce format-là ne sied pas à la façon qu'on formule un sujet. Donc je pense que c'est l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Et on peut réserver le reste du temps pour prendre des questions, pour prendre vos questions. Donc merci beaucoup. Un remerciement à nos intervenants. C'est le moment d'échanger. On avait voulu au départ avoir plus de temps pour les échanges, mais je pense que vous ne regrettez pas ces exposés. C'était très important, très riche en informations, et je crois que vous êtes satisfait. Si je n'ai pas tort dans mes jugements, je vous invite à apprécier les intervenants à travers vos applaudissements. Donc, on nous prend l'interaction, on m'a rappelé à Sila qui a suivi à distance, que vous êtes capable de mettre des questions dans le chat et puis on a transféré à intervenir.